la Wikibalade du jour, ce sera sur Joseph John Thomson, ou J.J. Thomson pour les intimes. C'est le prix Nobel de 1906, donc un Britannique, en témoignage des grands mérites de ses recherches théoriques et expérimentales sur la conduction de l'électricité par les gaz. On verra que c'est plus ou moins lui qui découvre l'électron. Donc un prix Nobel de toute première importance. Donc il est né en 1856 et mort en 1940. Salut Tony. Est-ce que c'est le Tony que je connais? Il a découvert l'électron ainsi que les isotopes. Donc les isotopes, hein, ce sont des noyaux qui ont un nombre de neutrons différents. Vous connaissez le carbone 14, hein, voilà le carbone. Il y a trois isotopes du carbone qui existent à l'état plus ou moins stable. Carbone 12, carbone 13, carbone 14. Qu'est-ce que ça veut dire 12, 13, 14? Vous voyez, il est dans la colonne 6. C'est l'atome numéro 6, ça veut dire qu'il a 6 protons. Mais le nombre de neutrons peut varier et ce sera toujours du carbone. Donc peu importe le nombre de neutrons qu'il a, s'il a 6 protons dans son noyau, c'est du carbone. Donc s'il a 6 neutrons plus 6 protons, ça fait 12. C'est le carbone 12 qui nous constitue. Non, mais je suis tes chaînes YouTube depuis un moment. Ok, bah, bienvenue sur le live. Il peut avoir 7 neutrons et il peut avoir 8 neutrons. Donc 8 plus 6, 14. C'est le fameux carbone 14 qui n'est pas très stable, qui se désintègre avec une demi-vie de 6000 ans, un truc comme ça, je ne me souviens plus. Ce qui permet de dater, de faire de la datation. Voilà, demi-vie de 5530 ans. Donc c'est grâce à Thomson qu'on a compris qu'il y avait des isotopes. C'est grâce à lui qu'on a compris une bonne partie de ce qui se passe dans les atomes. Oui, à ne pas confondre avec les ions. C'est pas la même chose. Salut Nicky Larson. Et donc il a reçu le prix Nobel de physique en 1906 en fournissant les preuves de l'existence de l'électron. Alors c'est un Écossais, né de parents écossais, né dans la banlieue de Manchester en 1856. Donc il étudie à Manchester. Il entre à Cambridge. Voilà, il se marie avec une chercheuse, 2 enfants, et il a un de ses enfants qui sera prix Nobel aussi, en 1937, un peu plus tard. Voilà, il succède à Rayleigh, dont on a parlé il y a 2 Wikibalades, je crois, à la chaire, une chaire, donc un poste de l'université, et devient membre de la Société royale. Ok, donc il reçoit des médailles pour la conductivité des gaz, etc. Il est anobli, donc découverte de l'électron. Il a commencé à décrire les atomes, modèle atomique de Thomson. On pourra regarder ça. C'est le modèle du pudding. Qui s'est avéré être plutôt faux, mais bon, ça a commencé à donner quelques idées aux autres. Découverte de l'électron, des isotopes, la spectrométrie de masse, la diffusion Thomson. Voilà, on parlera de ça un petit peu après. Donc il a travaillé sur les rayons cathodiques, dont on a déjà beaucoup parlé la dernière fois avec le prix Nobel précédent. Donc il prouve l'existence des électrons en 1897. Alors c'est pas lui qui a prédit ça de manière théorique, hein, ça a été prédit par Stoney. Voilà, c'est lui Stoney, donc un physicien irlandais. Et donc il fait des expériences sur les rayons cathodiques. Donc je vous remontre rapidement. Rayons cathodiques, ça vient de la cathode. Donc le nom vient de cathode, parce qu'on utilise 2 électrodes, la cathode et l'anode. Et avec une tension électrique, on accélère les particules chargées. Vous savez, hein, la tension électrique, ça crée un champ électrique qui crée une force électrique et donc qui fait accélérer les électrons, les protons, etc., les particules chargées, les ions. Et en faisant un vide très poussé, on arrive à entraîner les ions positifs de l'air sur la cathode. Ils viennent percuter la cathode, ils viennent arracher plein d'électrons, et les électrons, eux, donc ils viennent de la cathode. C'est pour ça qu'au début, on appelait ça des rayons cathodiques. Et ils sont attirés par l'anode, vers la gauche, là. Et donc ils sont attirés vers la gauche, dans cette direction. Il y en a qui vont taper dans l'électrode, dans l'anode, mais il y en a qui vont passer juste à côté, et qui vont aller faire scintiller le fond du tube. Et c'est ça qu'on détecte, c'est ça qu'on appelle les rayons cathodiques.
Et on avait vu la dernière fois que ces rayons cathodiques, c'est pas de la lumière, c'est pas une onde électromagnétique, ce sont des particules avec une masse, une toute petite masse avec une toute petite charge, et c'est ce qu'on appelle maintenant des électrons. Donc, en faisant plein d'expériences sur ces rayons cathodiques, Thomson a réussi à trouver des caractéristiques de ces électrons. Notamment, on va le voir, il va pouvoir dire des choses sur la charge électrique et la masse, notamment le rapport entre les deux, le rapport charge sur masse. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent quand on étudie les rayons cathodiques, et notamment quand on étudie les spectres, la spectroscopie de masse. Là. On en dira 2 mots peut-être après. Voilà. N'hésitez pas à me couper hein, si vous avez des questions, bien sûr. Et il énonce son modèle de l'atome, le modèle du plum pudding. Donc, voilà, je l'ai déjà ouvert. Pareil, on va en parler après. Alors, il fait une série d'expériences. C'était quelqu'un qui avait des idées théoriques qui était capable de faire des raisonnements très abstraits, mais c'était surtout un expérimentateur. Donc, première expérience, il étudie ces rayons cathodiques et il essaye de séparer la charge électrique des rayons cathodiques. Il essaye de voir s'il n'y a pas quelque chose qui transporte la charge et s'il n'y a pas moyen de séparer la charge du moyen de transport. Donc on ne sait pas trop quelle est la nature de ces rayons. Donc c'est une question qui se pose à l'époque. Et pour ça, il utilise des champs magnétiques. Voilà, donc un tube qui se termine dans une paire de cylindres avec des fentes branchées à un électromètre. Et il découvre que si les rayons cathodiques sont déviés par un champ magnétique, de sorte qu'ils ne peuvent pas entrer par les fentes, alors l'électromètre n'enregistre aucune charge électrique. Donc en gros, dès que le rayon cathodique est bloqué, on ne détecte plus la charge. Et donc a priori, cette charge électrique, elle est bien portée par le rayon. Il n'y a pas un rayon qui est en train de pousser des charges. C'est pas 2 éléments distincts, c'est vraiment une seule et même chose. Ce qu'on détecte à la fin, c'est bien une charge électrique négative. Voilà, suivant le sens de déviation par les champs électriques ou magnétiques, on sait si c'est une charge positive ou négative. Voilà pour la première expérience. Ensuite, deuxième expérience, il montre que les rayons cathodiques peuvent être déviés par un champ électrique. Donc ça, on le sait si c'est une particule chargée. Mais c'est le premier à avoir réussi à montrer ça, parce qu'il faut faire un vide très très poussé, et les autres n'y arrivaient pas parce qu'il y avait des traces de gaz, il restait des molécules qui empêchaient la déviation. Voilà, donc il construit un tube avec un vide plus poussé, avec une couche de peinture phosphorescente au bout pour détecter des rayons incidents. Donc c'est un peu ce qu'on a vu. Voilà, cette lumière verte là, c'est les rayons cathodiques qui vont taper sur la substance phosphorescente. Tac. Voilà, il démontre qu'il y a une déviation dans un certain sens qui donne, c'est ce que je vous disais, le signe de la charge. Donc ces rayons cathodiques sont négatifs. Et troisième expérience, c'est l'expérience la plus importante, où il détermine le rapport entre la charge et la masse. Voilà, E sur M. E, c'est la charge et M, c'est la masse. Et donc, il mesure leur déviation sous l'influence du champ magnétique, ainsi que l'énergie cinétique. Donc ça, c'est un exercice assez classique qu'on donne aux étudiants en prépa. Donc je vous montre rapidement, hein, on va pas rentrer dans les détails mathématiques. Mais en gros, vous avez un électron qui suit cette trajectoire en noir, là. Il est dévié par un champ électrique. Le champ électrique va vers le bas, mais comme il y a une charge de moins, ça fait une force vers le haut. Donc il est dévié vers le haut. On arrive à mesurer l'angle de déviation. Et ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on met un champ magnétique en plus pour rabattre le faisceau à l'horizontale. Donc il y a les deux forces qui vont se compenser, la force électrique et la force magnétique. Les deux forces ont tendance à dévier l'électron. Si on se débrouille avec les sens, on arrive à mettre une force vers le haut, une force vers le bas, une force vers le haut, une force vers le bas. Et on met la bonne intensité du champ magnétique. Une fois qu'on a fixé le champ électrique, on fixe les bonnes valeurs pour avoir pile la même force pour les deux. Et donc, il y a une trajectoire qui n'est pas déviée, comme s'il n'y avait pas de force. Si vous avez deux forces qui se compensent, c'est comme si vous n'aviez pas de force, la trajectoire est rectiligne uniforme.
Et donc, on arrive à exprimer, grâce à tout ça, parce qu'on connaît l'expression des forces électriques et magnétiques, on arrive à exprimer ce fameux rapport charge sur masse en fonction des distances et surtout en fonction du champ électrique et du champ magnétique. Et donc, si on sait quelles sont les intensités des champs qu'on met, on sait quel est ce rapport-là. Et ça, c'est super intéressant. Très, très intéressant. Parce que quand on fait ça, on peut le faire pour des électrons, pour les rayons cathodiques, mais on peut le faire pour d'autres ions, par exemple des ions H+, des ions hydrogène. Aujourd'hui, on appelle ça des protons. Hein, un hydrogène, c'est un proton, un électron. Si vous arrachez un électron, ça devient un H+, il a perdu une charge, et donc il ne reste plus que le proton. Donc un ion hydrogène, hein, c'est un proton. Et donc, on se rend compte que ce rapport-là, charge sur masse, il est 1000 fois plus élevé que pour le proton. Et donc, deux possibilités. Soit la charge de l'électron est 1000 fois plus grande que celle du proton, soit sa masse est 1000 fois plus petite, soit quelque chose entre les deux où on a une compensation. Mais en tout cas, on a forcément soit une charge qui est plus grande, soit une masse qui est plus petite. Et d'autres expériences montrent que c'est la même charge, et puis on commence à comprendre un petit peu qu'on a de la matière qui est neutre, et que quand on arrive à faire des expériences d'électricité statique, par exemple, c'est qu'on arrache des électrons aux atomes, et donc les ions qu'on obtient, ils ont la même charge que les électrons au signe près. Voilà, si vous enlevez une certaine charge, il reste la valeur opposée, mais il ne reste pas 1000 fois plus ou 1000 fois moins. Voilà, c'est les mêmes valeurs. Donc les charges sont à peu près on est sûr que les charges sont toutes du même ordre de grandeur. Et donc, seule possibilité, et c'est ça qui est vraiment fondamental, qui permet vraiment de comprendre plein de choses, c'est que la masse de l'électron est 1000 fois plus petite environ que la masse du proton. Et ça, c'est révolutionnaire parce que ça change complètement la vision qu'on a de l'atome. On se rendra compte avec Rutherford qu'il y a un noyau atomique. Mais en tout cas, même avant ça, même avant la découverte du noyau, on a compris qu'il y avait des charges qui étaient séparables, qui étaient au même endroit dans l'atome et qu'on pouvait séparer, et que les charges négatives correspondent à un objet qui est 1000 fois plus léger. Alors, c'est pas 2000 fois plus petit, si, maintenant on a affiné la masse du proton est 1836 fois plus élevée que la masse de l'électron. Donc l'électron, c'est un truc qui est tout petit, a priori. On suppose qu'on a une image de particules de plus en plus petites à mesure qu'elles sont légères. Et donc Thomson, il va construire une sorte de modèle de l'atome à partir de là. On va en parler après. Tac, on va en parler maintenant d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que c'est que ce modèle de Thomson? J'en avais parlé dans une des vidéos. C'est le modèle du pudding. Donc, vous imaginez un pudding avec voilà, une sorte de pudding. A priori, c'est plutôt dans un plat, mais là, c'est sphérique. Et vous avez des raisins secs, par exemple, dedans. Et donc, vous avez le pudding, en fait, la masse qui englobe la substance de l'atome, c'est la charge positive. Et au milieu de cette sorte de glu, de cette sorte de nuage positif, vous avez des petits électrons. Donc, c'est les petits raisins secs du pudding. Voilà, ça, c'était l'idée de Thomson. Une fois qu'il a découvert l'électron, il s'est dit, il faut bien le mettre quelque part dans le noyau. Vous avez une grosse charge positive qui est diffuse, qui est répartie un peu sur tout un volume. Et au milieu de ça, des petits grains de raisins secs ou des prunes, voilà, qui sont coincés dedans. Ça, c'est le modèle. On imaginait que l'atome, c'était ça à l'époque. En tout cas, Thomson, il imaginait ça comme ça. Et on s'est rendu compte que ça, c'était faux. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est l'histoire de Rutherford. Et on en parlera une autre fois, ça. On s'est rendu compte qu'en fait, la charge positive, elle est concentrée dans une zone extrêmement petite qui est le noyau atomique. Voilà, donc il a travaillé sur... il a montré que l'atome d'hydrogène ne contenait qu'un électron. C'est ce qui lui a permis de calculer le rapport des masses.
On avait besoin de savoir combien de charges sont arrachées. Et alors ça, c'est intéressant aussi. Il fait de il donne le coup d'envoi de ce qu'on appelle la spectrométrie de masse. Voilà, spectrométrie de masse. En gros, c'est la séparation des atomes en fonction de leur masse, en utilisant ce fameux rapport E sur M, charge sur masse. Voilà, vous avez une accélération qui est faite sur des particules chargées, qui est donnée à des particules chargées, grâce à un champ électrique. Et suivant leur masse, ils ont plus ou moins d'inertie, et donc ils vont plus ou moins facilement accélérer. Hein, c'est plus facile de pousser un scooter qu'un camion. Voilà, pour les particules, c'est pareil. Les particules très massives, elles vont moins être déviées que les particules peu massives, que les particules légères. Et donc en utilisant ça, on arrive à séparer. Donc, vous voyez ici, on sépare mercure, CO2, monoxyde de carbone, néon. Et là, même pour le néon, on se rend compte qu'il y a 2 taches. On ne le voit pas très bien là, mais voilà, c'est censé donner un trait assez fin. Et là, on voit que ça s'élargit, parce qu'en fait, il y a 2 taches. Et ça, justement, ce sont des isotopes. Voilà, on a des atomes qui sont les mêmes atomes chimiquement, le même nombre de protons, sauf que ils n'ont pas la même masse, pas tout à fait la même masse, ce sont des isotopes. Voilà, et ça, c'est la découverte des isotopes qui est fondamentale aussi. Donc là, déjà, ça aurait pu être aussi un prix Nobel. Hein. Voilà, donc la spectroscopie de masse, aujourd'hui, on utilise ça vraiment très très souvent dans plein de labos de recherche. Là, vous avez des gros appareils comme ça. Et on l'utilise, voilà, vous avez une liste là en physique, astrophysique, chimie, chimie organique, biologie, médecine, archéologie. C'est quelque chose qui est très très utile pour savoir de quoi est constituée la matière, quels sont les atomes qui sont en présence. Salut Ismaël. Voilà, donc le principe, là je passe un peu rapidement. Le principe c'est, vous voulez déjà dévier les atomes avec des champs électriques et magnétiques, donc il faut qu'ils soient chargés. Or un atome c'est neutre, donc il faut lui arracher des électrons. Donc voilà, il faut faire une ionisation. Et pour ça, il y a plein de méthodes, il y a plein de techniques. Ionisation électronique, ionisation chimique, par bombardement, etc. etc. Voilà, vous pouvez lancer un laser sur la substance et vous lancez tellement d'énergie que ça va arracher, les électrons aux atomes. Je ne sais pas pourquoi il a du mal à charger l'image. Elle doit être un peu lourde. Bref, donc vous voyez là. Et voilà, vous avez des ions qui sont formés avec cette source d'énergie. Donc on a des particules chargées, on peut les dévier, on peut étudier le rapport entre le champ électrique et la masse. Voilà, ça, je ne rentre pas dans les détails. Voilà, on a déjà parlé des rayons cathodiques. Ça, c'est bon. OK. Et il a donné son nom à un type de diffusion, la diffusion Thomson. Donc c'est la diffusion d'un photon, donc pas un électron, cette fois un photon, de faible incidence sur une particule chargée. Donc, vous voyez, il y a un électron ici. Le photon, il arrive, il vient taper sur l'électron. L'électron est diffusé dans une certaine direction avec un certain angle phi ici. Et le photon, lui, vient prendre un angle θ par rapport à sa direction initiale. Voilà, c'est un photon de faible énergie, généralement un électron. Et c'est un des 2 régimes particuliers de la diffusion Compton, qui est la diffusion plus générale. Souvent, on parle de diffusion Compton. Donc voilà, c'est ça, c'est ce schéma-là. Donc à faible énergie, le rayonnement électromagnétique est absorbé puis réémis par la particule. Durant cette interaction, l'énergie transmise à la particule chargée par le photon est négligée, tandis que l'énergie des photons ne dépasse pas une certaine valeur, 45 kV. Et donc c'est une diffusion élastique. Une diffusion élastique, c'est une diffusion avec conservation d'énergie. Donc vous n'avez pas d'énergie perdue au moment du choc. Donc vous imaginez une balle rebondissante. Si vous la lancez, si vous la lâchez, elle va rebondir sur le sol. Et elle va remonter quasiment à la même hauteur. Parce qu'elle n'a pas perdu d'énergie. Toute l'énergie, il y a une énergie qui est transmise au sol, qui est transmise à la balle par le sol au niveau de la déformation, mais qui est rendue tout de suite et intégralement. Donc c'est ça une diffusion élastique. Et c'est ça que Thomson a étudié. Et voilà, et ça ressemble à la diffusion Rayleigh, dont on a parlé la dernière fois aussi, une dernière fois. Donc la diffusion Rayleigh, hein, c'est celle qui fait que
la lumière du soleil est diffusée par le ciel. Et c'est surtout vrai pour les petites longueurs d'onde, donc pour le bleu. Et c'est ce qui fait que la couleur qui va le plus diffuser dans le ciel, c'est le bleu. C'est pour ça que le ciel est bleu. Ça, c'est la diffusion Rayleigh. Et là, la différence, c'est que pour la diffusion Thomson, c'est sur des particules chargées. Non, c'est sur des particules libres. Voilà. Des particules chargées liées aux atomes, c'est Rayleigh. Donc un électron dans un atome. Typiquement un atome sur une molécule de l'atmosphère. Alors que là, on est plutôt sur un électron libre. Typiquement ce qu'étudie Thomson avec les rayons cathodiques. Des électrons qui ont été arrachés aux atomes. Voilà pour Thomson. Voilà, il écrit plein de bouquins. Et voilà tout petit en 1861. Et voilà à quoi il ressemble. Donc un des grands génies du début du XXe siècle qui a permis de comprendre la structure de l'atome. Voilà pour la Wikibalade.